Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors voici une vidéo que je recommence et que j'ai du mal à tourner. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi j'ai du mal à tourner. C'est que je suis stressée. J'ai l'impression de dire des bêtises. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce que c'est un nouvel exercice. Un exercice que je ne tiens pas à répéter trop souvent, mais qui me semblait important pour ce livre, même s'il est incroyablement commenté, parce qu'il s'agit pour moi de vous parler d'un livre que j'ai lu et dont je vais partager la lecture aussi. Ce livre, donc, c'est Virginia Woolf, Une chambre à soi. Et c'est pour ça que je dis c'est malheureux que je n'ai pas confiance en moi et que je sois extrêmement stressée quand je vous parle de ce livre. On verra plus tard pourquoi. Alors, pour commencer, je vais évoquer une petite histoire. Ça fait plusieurs semaines que je pense qu'il faut que je fasse cette vidéo, que je réfléchis à la faire en tout cas. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce livre est extrêmement commenté, on en entend toujours parler, on entend toujours dire 500 livres de rente et une chambre à soi. Mais jusque-là, je n'avais pas compris tout ce que je pouvais trouver à l'intérieur en fait. Et ça me semblait important d'en parler de façon courte, un peu plus en profondeur, pour donner envie de le lire ou de l'écouter si jamais vous n'êtes pas là ou las de moi. Donc, j'étais dans une librairie, je cherchais un livre et pour la seconde fois, je passais dans cette librairie par hasard et je tombais sur Leila Slimani qui intervenait pour la sortie d'un de ses livres. Là, son dernier livre. Je ne les ai pas lus encore. Mais peu importe, je trouve que c'est une personne très intelligente qui a confiance en elle et qui s'exprime de façon très limpide et percutante. Et j'admire ça chez elle. J'admire beaucoup ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que au moment où j'entre dans cette librairie et je cherchais un livre, j'entends une personne qui assistait à cette présentation lui demander si elle a une chambre à elle. Alors, elle répond, j'ai une chambre. Évidemment, j'ai une chambre à moi dont la porte est pourvue d'une serrure. Et là, elle évoque un petit peu sa vie de famille et notamment le fait qu'elle ait des enfants qui respectent cet espace. Voilà. Je vous raconte une autre petite anecdote puisque pour vous dire exactement, pour que vous compreniez pourquoi j'admire sa façon de s'exprimer. C'est qu'une personne, pour évoquer ses origines marocaines, je pense parce que je faisais autre chose en fait, je n'écoutais pas vraiment, utilise l'adjectif oriental. Et là, elle, d'une manière très, très droite, très... elle remet les choses en place, elle dit, et c'est vrai que si vous observez une carte, comme le Ghana, le Maroc se situe un peu plus à l'ouest de la France. Donc oriental ne convient pas. Et pour éviter d'être considéré d'une certaine façon,
des personnes vont s'exprimer d'une manière encore moins adaptée, il me semble. Peu importe. Voilà pourquoi j'admire Leila Slimani. Et alors, allons-y avec Virginia Woolf. Une chambre à soi. Parce qu'en plus, elle correspond très bien à ce que décrit Virginia Woolf dans ce livre, il me semble. Donc, dans ce livre, Virginia Woolf s'intéresse à quoi? Elle dégage les conditions nécessaires à la création d'une œuvre d'art. Comment une femme peut, parce que elle s'adresse à des jeunes femmes qui sont dans des collèges, des universités donc, comment ces femmes peuvent écrire, devenir autrice, écrivaine, comme vous voulez. Et pour ça, elle va surtout dégager les conditions matérielles qui sont nécessaires à la liberté intellectuelle. C'est pourquoi elle dit 500 livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d'une serrure. Quelques dates avant d'aller plus loin. Virginia Woolf naît en 1882, elle se suicide en 1941 et ses conférences qui sont regroupées dans ce livre sont... Enfin, elle écrit ce livre en 1928, il paraît en 1929, il me semble. Et au chapitre 6, elle précise qu'il y a 2 collèges pour femmes qui existent depuis 1866 en Angleterre. Que depuis 1880, les femmes mariées peuvent posséder des biens. Et des biens qui leur appartiennent personnellement. Et en 1919, elles obtiennent le droit de vote. À noter qu'en France, on l'obtient en 48, en Suisse en 75. C'est une chose qui est importante, même si pour Virginia Woolf, elle estime que les 500 livres de rente et donc la possibilité de posséder des biens propres sont plus importants que avoir le droit de vote. On pourrait discuter de ce que ça signifie, mais c'est sûr que pour créer et pour être dans des conditions matérielles favorables, posséder de l'argent, ça semble quand même plus nécessaire. Bien. Alors elle se pose des questions. Pourquoi il y a tant d'hommes qui écrivent sur les femmes et si peu de femmes qui écrivent sur les hommes? Et pourquoi les femmes sont-elles pauvres? Voilà. Et c'est de là dont elle va à partir de là et dérouler toute sa réflexion. Elle va s'inventer un personnage fictif très proche d'elle, on pourrait dire, et qui au gré de ses déambulations près d'une université où elle doit intervenir et dans une bibliothèque où elle va parcourir tous les rayons, va élaborer cette réflexion pour dégager les conditions de création d'une œuvre d'art. Et elle va parler d'abord du régime patriarcal. Elle dit à un moment, l'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus intéressante que l'histoire de cette émancipation elle-même. Et pourquoi? Parce que pour elle, ce n'est pas tant qu'ils tiennent à
à soumettre les femmes qu'à protéger leur position supérieure. Et pourquoi elle parle de ça en fait? Parce qu'elle parle, et vous allez comprendre pourquoi j'évoquais ça, j'évoquais mon état au tout début. Elle va dire qu'il est nécessaire d'avoir confiance en soi. Voilà une autre condition de création. Il faut avoir confiance en soi. Pour avoir la liberté de penser aux choses en elle-même. Alors après, elle va s'intéresser à la vie en Angleterre à l'époque élisabéthaine, donc au XVIe siècle, et s'interroger pourquoi aucune femme n'a écrit un sonnet ou une chanson à cette époque. Et elle dit que cela tient aux conditions de vie. Pardon, j'ai quelques notes, parce il fallait quand même que je m'appuie sur quelque chose. Aux conditions de vie, et notamment au fait que les femmes soient promises au mariage dès leur plus jeune âge, par cupidité familiale, et qu'elles aient le droit d'être battues par les hommes, et qu'il soit exercé, ce droit-là soit exercé par tous les hommes, quelle que soit la classe sociale. Ensuite, elle va s'attarder sur Shakespeare, et elle va revenir sur Shakespeare tout au long de ce livre. Pourquoi elle s'intéresse à Shakespeare? Parce que pour elle, Shakespeare fait preuve est un génie créateur qui a fait preuve d'une liberté incomparable. Elle va d'ailleurs noter qu'on ne connaît rien de Shakespeare. Il n'y a pas de confession, d'auto-analyse sur lui. On ne sait même pas ce qu'il pensait des femmes. Voilà. Mais elle va évoquer d'abord le fait qu'il ne soit pas pauvre. Elle dit « Le génie ne naît pas parmi ceux qui exercent un travail pénible ». Elle précise aussi « Il ne naît pas aujourd'hui dans les classes ouvrières ». Et ce point-là, elle le développera encore au chapitre 6, et de façon encore plus... elle le développera, voilà. Et elle imagine que Shakespeare ait eu une sœur dotée du même talent, du même génie. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle aurait pu développer ce génie de la même façon, créer des œuvres égales à celles de Shakespeare, connaître le même succès? Elle se dit non, impossible. Impossible à cause des conditions de vie. Et je veux citer un petit passage. Mais ce qui me semble vrai, quand je pense à l'histoire de la sœur de Shakespeare telle que je vous l'ai contée, c'est que n'importe quelle femme, née au XVIe siècle et magnifiquement douée, serait devenue folle, se serait tuée ou aurait terminé ses jours dans quelque chaumière éloignée de tout village, mi-sorcière, mi-magicienne, objet de crainte et de dérision. Donc, voilà, elle a dégagé cette condition-là. Pour créer, il faut être libre intellectuellement. Et je vous cite un autre extrait. Alors là, je vous donnerai l'édition que j'ai utilisée.
Et je vous indique les pages. J'ai lu page 74, je vais lire page 85. Shakespeare sut chasser de lui et détruire jusqu'à la moindre velléité de protestation, de sermon, jusqu'au moindre désir de proclamer une injustice, de régler un compte, de prendre le monde à témoin de ses épreuves ou de ses griefs. C'est pourquoi sa poésie jaillit de lui en toute liberté, sans se heurter à aucun obstacle. Si jamais un être humain a pu s'exprimer complètement dans son œuvre, ce fut Shakespeare. Si jamais esprit fut incandescent, merveilleusement libre, pensai-je, me tournant de nouveau vers la bibliothèque, ce fut celui de Shakespeare. Voilà. Et donc, au chapitre 4, elle va commencer à chercher les femmes qui ont écrit jusque-là. Et elle va s'arrêter sur Lady Winchelsea, Margaret de Newcastle et Dorothy Osborne. Alors, Lady Winchelsea naît en 1661, Margaret de Newcastle est un peu plus âgée. Elles sont toutes les deux nobles, sans enfants, et sont mariées à des hommes admirables. C'est ce que dit Virginia Woolf. Mais elle dit surtout que est-ce que Lady Winchelsea avait cet esprit incandescent? Non. Et pourquoi? Parce qu'elle était épuisée, troublée par les haines et les rancunes. Et c'est vrai qu'elle dénonce en fait les injustices, notamment des conditions de la condition féminine par rapport aux hommes et du traitement qui est fait. Et pourtant, Virginia Woolf trouve qu'elle a une plume qui aurait mérité et qu'elle avait sans doute un talent assez incroyable parce qu'elle avait des élans comme ça. Elle cite notamment « Et ne veut pas en des soieries fanées imiter, timide, l'inimitable rose ». Je vous cite l'extrait qui est un peu plus long. « Ma main se complaît à copier les choses inhabituelles, à s'écarter des voix connues et coutumières, et ne veut en des soieries fanées imiter, timide, l'inimitable rose. » Voilà ce qu'elle dit, et finalement, en cela, on entend presque toute la critique de ce à quoi les femmes sont limitées. Et là encore, on parle de la noblesse. Donc ensuite, elle évoque Margaret de Newcastle qui était un peu traitée de folle. Hein, voilà, on parlait d'elle comme d'une folle duchesse. Qui disait « Les femmes vivent comme des chauves-souris ou des hiboux, travaillent comme des bêtes et meurent comme des vers. » Et c'est une femme qui s'est isolée apparemment. Voilà. Et donc Dorothy Osborne, qui est la troisième femme que je vous ai citée, écrivait des lettres et disait que pourquoi elle a écrit des vers et elle disait « Moi, même si je ne dormais pas pendant 15 jours, je n'en viendrais pas là. » Alors après, elle va parler des femmes qui ont écrit et qui forcent son admiration. George Eliot, Jane Austen, Charlotte, Émilie Brontë. Et elle s'attarde surtout sur Jane Austen et Émilie Brontë, puisque pour elle, ce sont vraiment des esprits libres qui des esprits libres qui ne se sont pas laissés impacter par ce qu'on pouvait penser de leur travail.
Et, et je vais trop vite. Peut-être. Elle parle de ces femmes, mais elle dit qu'il y a un changement qui s'opère quand même fin XVIIIe siècle. C'est que les femmes commencent à gagner de l'argent en écrivant. Et que les femmes de la bourgeoisie commencent à, pas forcément en écrivant des romans, mais quand même. Et donc elle dit que toutes les femmes qui ont écrit des romans ensuite, ou toute autre chose, doivent quand même la reconnaissance à celles qui ont ouvert la voie. Voilà. Alors, elle évoque Charlotte Brontë. Et notamment sur ce qui lui a manqué et ce qui a manqué à d'autres, c'est, selon elle, l'expérience de vie. Je ne sais pas si je suis totalement d'accord sur ce point, puisque il y a quand même pas mal d'écrivains, d'écrivaines, d'auteurs, d'autrices qui, en usant de leur imagination, ont réussi à dépasser ça. Mais comme peut-être, je le disais aussi en lisant Simone Weil disait que les œuvres d'imagination je sais pas pourquoi il faut tout le temps que je recoupe tout le monde et que c'était encore plus rare en fait de trouver des œuvres d'imagination qui s'ancraient dans la réalité et qui avaient un aspect un peu, on va dire, génial. Je cite pas mot pour mot, hein, on sera d'accord. mais on peut retrouver ça. Mais je pense que c'est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'en mêle, je donne mon avis, voilà, je ne peux pas m'en empêcher. C'est alors que je devrais éviter, selon elle, de donner mon avis, hein, mais bon. À noter que toutes ces femmes n'ont pas d'enfants. Voilà, George Eliot, Charlotte, Emily Brontë, Jane Austen, personne n'a d'enfants. Ce qui est important, un caractère très important aussi pour bien écrire, on va dire, c'est la probité. Elle dit ce que l'on entend par probité dans le cas du romancier, c'est la conviction qu'il vous inspire que sa fiction est la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit que Charlotte Brontë, elle critique Charlotte Brontë, mais d'autres. C'est que dès qu'en fait, ils commencent à être... à sortir de leur travail d'imagination et de création en faisant transparaître ce qui leur a manqué ou leur velléité ou des critiques, tout de suite ça se ressent en fait. Et ça... Et ça détériore l'œuvre. Voilà. Excusez-moi, des fois je cherche mes mots parce que je n'ai pas préparé forcément très très bien.
C'est pas ça, mais je répète pas, j'aime pas répéter. Voilà, donc il ne faut pas que l'auteur femme modifie même son œuvre par rapport à sa réception. Elle dit parce que de toute façon les femmes seront critiquées par leur travail sera critiqué par des hommes, donc il faut que leur auteur femme excusez-moi, je cite, leur auteur femme avait modifié ses valeurs par déférence pour l'opinion des autres. Mais il eût été impossible à ces femmes de ne pas faire le moindre mouvement vers la droite ou vers la gauche. Quel génie, quelle probité il leur aurait fallu, en présence de toutes les critiques, au milieu de cette société purement patriarcale, pour s'en tenir fortement à leur propre point de vue, à la chose telle qu'elle la voyait, sans battre en retraite. Seule Jane Austen eut ce génie et cette probité, et aussi Émilie Brontë. C'est là une nouvelle plume, peut-être la plus belle de leur chapeau. Elles écrivaient comme écrivent les femmes, et non comme écrivent les hommes. Et là, après, elle va dire que les femmes ne vont, si elles lisent les hommes, elles ne vont pas trouver forcément quelque chose qui va les nourrir et qui va leur permettre de s'emparer de l'écriture et de créer purement ce qu'elles désirent faire sans être influencées. Voilà. Et elle espère qu'à un moment, les femmes vont s'emparer de la forme et créer de nouvelles choses qui leur appartiendront totalement. Après, elle termine le chapitre avec quelques considérations que j'ai un peu plus de mal, à vrai dire, sur des conjectures entre les différences physiologiques ou quasi-physiologiques entre les hommes et les femmes. J'ai du mal à l'accepter, mais peut-être, je ne sais pas. Enfin non, je crois pas. Voilà. Vous avez vu comment je suis insupportable. Alors, j'en arrive au chapitre 5. Elle s'intéresse à une autre écrivaine, autrice, comme vous voulez, Marie Carmichael, qui écrit L'aventure de la vie. Et là, elle se dit, mais pourquoi elle a abîmé la phrase comme Jane Austen l'avait créée, qu'elle trouvait magnifique. Mais elle termine aussi le chapitre en disant qu'elle lui avait que peut-être elle devait se demander si elle n'était pas elle-même devenue paresseuse d'esprit et conventionnelle. Elle doute du fait que cette femme ait pu disposer de, je cite, de ces choses si désirables, le temps, l'argent et le loisir. Mais elle précise quand même que ce qu'elle fait n'est pas du tout si mal fait. Et pourquoi ? C'est parce qu'elle la surprend. Elle la surprend dans son livre. Et
comment elle fait pour la surprendre? C'est que malgré ces ruptures de rythme et de la phrase de Jane Austen, elle va parler de l'amitié entre femmes. Elle dit, je ne sais plus, Chloé aimait Olivia. Et voilà ce qui manque. Alors, elle le dit peut-être un peu moins parmi les romans du 19e siècle, chez les hommes, mais, pardon, j'ai un chat dans la gorge, mais quand même, jusque-là, les rapports, les femmes étaient décrites uniquement dans leurs rapports, étaient vues par les hommes, mais en plus seulement dans leur rapport aux hommes. Et donc, ça manquait quand même de profondeur et de substance. C'était des visions assez manichéennes. Voilà, des choses très, sans doute, influencées aussi par la religion. Et là, pour une fois, on a deux femmes qui sont amies et elles parlent de leur quotidien. Parce que oui, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on connaît en fait de la vie des femmes de 8h du matin à 20h? Et bien, pour une fois, on a accès à ça. Voilà ce qu'elle dit. Et elle trouve, et c'est pour ça que cette autrice la surprend, et qu'elle trouve que c'est pas si mal. Alors elle parle aussi de la créativité des femmes, de ces femmes qui sont restées enfermées pendant des siècles dans leur intérieur et qui pourtant ont laissé part à leur créativité et que ça a influencé les hommes. Et que ça agit sur eux comme une sorte de stimulant, de renouvellement de leur force créatrice, qu'il n'est qu'au pouvoir du sexe opposé d'octroyer. Elle dit encore plus loin, il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre de n'importe quelle rue pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement? Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice. Et donc, elle dit, ça serait dommage que les femmes écrivent comme les hommes. Elle dit, elle écrit comme une femme, mais comme une femme qui a oublié qu'elle est femme, si bien que ses pages débordent de ce curieux caractère sexuel qui ne se manifeste que lorsque le sexe n'a plus conscience de lui-même. Voilà. Et donc, on en arrive au chapitre 6, le dernier chapitre du livre, mon Dieu, déjà 33 minutes. Mais c'est important puisque en fait, elle va revenir sur un point. Elle va dire qu'il ne faut pas opposer en fait les sexes, mais qu'il est plus intéressant d'avoir une unité d'esprit. Et elle dit que la raison évidente de ce sentiment
proviendrait de ce qu'il est naturel que les sexes coopèrent. Après, elle en a une vision plus spirituelle, une explication plus spirituelle, comme quoi les deux forces masculines, féminines cohabitent naturellement chez tous les êtres humains en tout cas, et que ces deux sexes vivent et coopèrent dans l'ordre spirituel. Alors, c'est peut-être cela que Coleridge voulait dire quand il écrivit qu'un grand esprit est androgyne. C'est quand cette fusion a lieu que l'esprit est pleinement fertilisé et peut faire usage de toutes ses facultés. Donc ensuite, elle revient à la bibliothèque et ouvre le livre d'un homme et elle est un petit peu élogieuse, même si elle se refuse à faire l'éloge de l'un ou des deux ou de l'autre sexe, mais surtout du sien. Et donc elle voit tous les caractères de cette écriture qu'elle trouve masculine. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque. Elle le dit, il semblait qu'il y eut quelques obstacles, quelques barrages dans l'esprit de M.A. qui tarissaient la source de son énergie créatrice et la renfermaient dans d'étroites limites. Elle dit plus bas, l'indécence de Shakespeare soulève un millier de choses dans l'esprit, mais ce que Shakespeare fait, il le fait par plaisir. M.A., comme disent les bonnes d'enfants, le fait exprès. L'indécence est pour lui une protestation, une proteste contre l'égalité de l'autre sexe en affirmant sa propre supériorité. Et elle redit, quoi qu'elle fasse, une femme ne peut trouver en aucune de ses œuvres cette source de vie éternelle dont le critique assure qu'elle s'y trouve. Dans ses œuvres écrites par des hommes. Ensuite, elle a une petite un passage sur la virilité et notamment l'Italie fasciste qui veut édicter des nouvelles formes de création artistique et notamment j'aimerais trouver un poète à la hauteur de l'ère fasciste. Et elle critique cela, attention, on est encore en 28, en disant que ça ne serait qu'un petit avorton s'il naissait et qu'il se reposait uniquement sur la virilité et qu'il n'avait pas cet aspect féminin aussi. Voilà. Ensuite, elle parle de ces grands auteurs qui ont qui arrivent à avoir cet esprit androgyne et donc elle évoque Proust, Tolstoï, Wordsworth, Keats, Sterne, Shakespeare, voilà. Et donc, sa précision, il est néfaste pour celui qui veut écrire de penser à son sexe. Et ça, c'est important aussi. Peut-être dans ce qu'elle... c'est vraiment quelque chose qui tient une place notable dans son livre. De ne pas penser selon son sexe. Et en même temps, d'avoir confiance en soi, de ne pas s'abaisser à changer ce qu'on crée
en ayant peur des critiques, donc la probité. Et elle le dit, il faut être femme masculin ou homme féminin. Ne pas mettre l'accent sur une injustice. De plaider même une raison, avec raison une cause. C'est pour être romancière, hein. Je pense qu'elle... Mais malgré tout, non, parce qu'elle elle incite ces jeunes femmes à investir tous les domaines. C'est-à-dire pas seulement le roman, mais aussi les livres de voyage, la science, je sais pas, l'ethnologie, enfin tout ça. Après on dira science molle, science dure, ce que vous voulez, mais en fait voilà, tous les domaines en fait. Et ça c'est aussi très important pour moi à la lecture de ce livre, c'est qu'elle encourage les jeunes femmes à investir tous les domaines de la pensée. Ensuite, elle revient aussi sur, comme je le disais, elle avait dit qu'aucun génie ne pouvait venir de la classe ouvrière ou faire un travail pénible, et donc elle reprend les poètes les plus connus et dresse le portrait de chacun. Et effectivement, il y a très peu de chances qu'on puisse devenir un grand poète, un grand écrivain, auteur, autrice, si on n'est pas privilégié, si on n'a pas accès aux grandes études. Voilà. On pourrait dire que c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça reste malgré tout assez vrai, je trouve. Et là, je me permets que les réformes de l'éducation nationale en France, hein, je parle de la France, mais comme on imite d'autres pays, c'est la même chose, ne favorise pas vraiment la possibilité pour... qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est difficile, mais pour les classes populaires, on va dire, j'aime pas trop parce que on va le rattacher à tout l'historique qui du vocabulaire, mais disons aux gens les plus modestes, c'est quand même très difficile avec les cartes scolaires, avec les programmes, avec cette nouvelle formule du bac et de, je ne sais plus le nom exact, de pouvoir accéder à autre chose. Il faut être... si on n'est pas dans une famille assez privilégiée, où les parents ont du temps à vous consacrer, vous avez une certaine forme d'ouverture, donc ça veut dire qu'ils ont aussi un peu d'argent pour que vous puissiez quand même avoir accès à une certaine... même si on pourrait dire qu'on peut se cultiver plus facilement, oui, mais bon, que ce soit dans certaines régions ou rien que pour aller dans une médiathèque où il y aura moins de livres de toute façon. Alors vous pouvez avoir une liseuse, c'est pas la même chose. Vous pouvez acheter des livres, ça coûte cher quand même. Voilà. S'il faut faire de la musique, s'il faut développer toute sa culture, c'est pas si simple. Voilà, il y a vraiment
des personnes qui sont plus privilégiées, et aussi sur simplement quelles études pour arriver où, pour accéder à quoi. Quand on a des parents qui sont magistrats, médecins, ou qui ont fait... Bon, on va peut-être reproduire la même chose, néanmoins on sait quelles sont les possibilités. J'imagine que quand on a des parents qui n'ont pas fait d'études ou qui ont arrêté très tôt, s'ils ne sont pas bien entourés, bien conseillés, on peut ignorer que dans ces classes surchargées, on va peut-être pas faire attention à tout le monde, et je pense pas qu'il soit utile de faire des diplômes de 2 ans pour être caissier. Voilà, la critique essentielle. C'est une critique, voilà. Je pense que 15 jours de formation sur le tas, ça suffit amplement. Donc voilà, elle dit investissez tous les domaines. Si vous vouliez me faire plaisir, vous écririez des livres de voyage et d'aventure, de recherche et d'érudition, d'histoire et de biographie, de critique et de philosophie et de science. Et ce faisant, vous enrichiriez l'art de la fiction, car les livres s'influencent pour ainsi dire réciproquement. Se trouver en tête-à-tête avec la poésie et la philosophie rendra la fiction meilleure. De plus, si vous regardez attentivement l'une des grandes figures du passé, Sappho, Lady Murasaki, Émilie Brontë, vous verrez qu'elle est en même temps héritière et pionnière, et qu'elle est venue au monde parce que les femmes étaient parvenues à l'habitude d'écrire naturellement, de sorte que toute activité littéraire, même en tant que prélude à la poésie, serait inestimablement précieuse pour vous. Alors après, elle parle encore une fois de la réalité. Je pense que je l'ai rattachée à ce que... Mais là, c'est un peu différent. Et elle évoque Madame Bovary, la recherche du temps perdu, le roi Lear. Elle dit que... qu'il est plus enviable d'être attaché à la réalité et de pouvoir lui donner une autre substance, plus de profondeur. Je ne sais pas comment je vais lire ces mots. C'est du moins ce que je conclus de la lecture du Roi Lear ou de Madame Bovary ou de la recherche du temps perdu, car la lecture de ces livres semble accomplir sur les sens une curieuse et invisible opération. Il semble qu'on voit avec plus d'intensité, après les avoir lus, que le monde a été dépouillé de son enveloppe, doué d'une vie plus intense. Ah oui, c'était ça qu'elle disait. J'ai bien compris. Pardon. Voilà, les critiques seront faites par l'autre sexe. Elle le dit aussi. Je soupçonne que si l'on vous envoie à l'école, c'est en partie pour que vous oubliez ce que vous savez. Et elle évoque encore la sœur de Shakespeare et dit que peut-être qu'elle a été enterrée, qu'elle est morte, qu'elle s'est suicidée, qu'elle a été enterrée, mais les grands génies qui n'ont pas pu exister ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer, et que c'est à ces femmes en fait de préparer leur venue, la possibilité de vivre et d'écrire. Parce qu'elle dit,
elle répond aussi à la question, oui, je m'intéresse plus aux conditions matérielles, puisque, je vous l'ai dit dès le début, elle facilite la liberté intellectuelle. Et pourquoi alors? Elle répond à la question, pourquoi écrire alors que c'est si compliqué? Pourquoi? Pourquoi on devrait s'attacher à ça? C'est parce qu'elle aime lire et que c'est très égoïste. De manière moins égoïste, c'est que elle leur demande de vivre une vie vivifiante. Je vous demande de vivre en présence de la réalité une vie vivifiante, semble-t-il que vous puissiez la communiquer ou non. Voilà. Et je vais lire ces derniers mots sur la venue ou non de la sœur de Shakespeare ou d'un génie équivalent. Mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d'écrire. Mais je vous assure qu'elle viendrait si nous travaillions pour elle et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l'obscurité, est chose qui vaut la peine. Voilà. Alors maintenant, on a eu des exemples d'auteurs qui, même dans la difficulté, dans la pauvreté, mais c'est sûr que ça génère tout un tas de sacrifices. De Jack London à... Qui en a? Il y en a tellement. Mais j'aurais plutôt des exemples masculins. C'est terrible. Mais vous voyez, elle se posait la question, pourquoi est-ce que... pourquoi les hommes écrivent tant sur les femmes si peu sur les hommes, même si ça a changé maintenant et qu'elles le font aussi très bien. J'ai vu une petite interview il n'y a pas longtemps de Toni Morrison. Toni, oui. Et on lui demandait pourquoi elle écrivait sur les noirs et jamais sur les blancs. D'ailleurs, c'est pas... On a... Attendez, j'ai ce petit livre. Je viens d'y penser. Récitatif. Qui est vraiment très bien puisque justement elle brouille les pistes et on ne sait pas. Est-ce qu'on est blanc, noir ou je ne sais quoi beige. On n'en sait rien. Il n'y a que les préjugés du lecteur qui peuvent finalement répondre à cette question. Je vais le ranger là où je l'ai pris. Pourquoi je dis ça? Je pensais aussi à Colette quand j'ai lu Virginia Woolf. Je pensais à plein de monde, mais je pensais à Colette quand elle a écrit cette nouvelle, plusieurs nouvelles où elle parle de ses amis qu'elle attend, cette amie qu'elle attend pour prendre le thé, manger des gâteaux et qu'elle lui raconte ses histoires d'amour. Et aussi de son salon de beauté qui fut un échec. Mais voilà. Le divertissement, c'est un problème aussi, le divertissement. Il y a beaucoup de divertissement aujourd'hui. C'est pour ça qu'une chambre où on peut s'isoler, on peut réfléchir et on a cette liberté, c'est vraiment nécessaire. Je parle de divertissement parce qu'elle en parle un petit peu à la femme où on lui demande de
de tenir l'intérieur et tout ça, mais on lui demande aujourd'hui peut-être qu'une autre forme de détournement, c'est de lui demander toujours de faire attention à son physique, d'être belle, d'être séduisante. Et ça prend une place énorme chez les jeunes femmes, et pas que. Et c'est terrible puisque... Et je pense que ce livre peut aider aussi à ça, et pas parce qu'on parle des femmes, mais je trouve qu'on peut parler aussi évidemment des hommes, de peu importe. Et on peut même ouvrir ça à autre chose qu'à l'écriture, c'est-à-dire que le divertissement et tout ce qui est extérieur n'apporte pas tant de valeur que ça à la vie. C'est des idées très ressassées, que je vais dire, mais peut-être que c'est utile parfois de ressasser les choses. C'est ce que me disait mon prof de philo en tout cas. J'étais un peu impertinente. Donc, oui, la valeur. Si on s'attache qu'au physique, qu'à la beauté, qu'à la séduction, bah tiens, dans les 4 filles du Docteur March, on l'a aussi. Un jour ou l'autre, ça passe. Et qu'est-ce qu'il reste alors? Et où trouver la joie et où trouver le bonheur? Si on a une passion, s'il y a quelque chose qui fait battre le cœur plus fort, qui fait qu'on oublie le temps, même quand on doit travailler dur à côté, parce que je pense aussi, voilà, à tous ces gens qui n'ont pas accès aux études de la même façon, ou même pour qui l'école n'est pas faite, parce que je le crois qu'elle est faite pour certaines personnes. Et là, je serais pas d'accord avec Bourdieu dans ce qu'il dit, parce que moi, j'ai croisé énormément de personnes qui n'avaient pas qui ne venaient pas d'une strate sociale privilégiée et qui étaient sans doute les plus cultivés que je connais. Énormément de personnes qui, pour pallier à leur défaut de connaissances intellectuelles et d'éducation comme ça, ont appris de manière complètement autodidacte, étaient bien plus cultivées, intelligentes, aussi intelligentes, bien plus intelligentes que des personnes que j'ai pu croiser avec des diplômes incroyables. Donc, mais qui avaient sûrement, dont on aurait pu dire qu'elles étaient a priori plus cultivées. Mais je ne crois pas que ce soit vrai non plus. Ce n'est pas parce qu'on a vu toutes les expositions dans Paris que nous sommes forcément cultivés. Voilà. Ouh, dis donc, elle était énervée. J'ai fait tout le contraire de ce que dit Virginia Woolf, mais heureusement, je n'écris pas. Pas là, en tout cas. Et voilà, c'est extrêmement long, quasiment 1 heure. Je vais faire une vidéo de 20 minutes, je ferai peut-être une version courte. Et ce sera drôle. Mais sur celle-ci, vous avez ce que je pense en plus. J'ai pas fini sans doute sur Toni Morrison et sur les parallèles qu'on pouvait faire entre... en fait, c'est sûr.
toutes les populations qui sont dominées d'une façon ou d'une autre, que ce soit économiquement ou... Et oui. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc... Et moi, je les encourage à... toutes les personnes qui sentent cet élan créatif, peu importe dans quel domaine, les saisir et le développer autant qu'elles peuvent. Ne serait-ce que pour leur vie, en espérant qu'elles en fassent bien plus que ça. Et que ça leur apporte énormément de joie, de... Voilà, ça c'est sûr en tout cas. Et je pense aussi aux mères de famille. Et il y a des mères de famille qui ont la chance d'avoir aussi des personnes qui les accompagnent et de pouvoir se réaliser à côté. Et ça c'est formidable. Et j'en reviens donc à Leila Slimani qui est aussi mère et qui est pourtant écrit. Donc, même si elle appartient plutôt à ceux qui ont eu la chance de faire des hautes études et d'être un peu privilégiés, on voit qu'on a encore progressé par rapport à ce que disait Virginia Woolf. Voilà. Mais je crois que cette fois c'est fini. Vous voulez une chanson? Non, j'ai pas de chanson cette fois. J'en ai pas prévu du tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Il est extrêmement tard. Et je vais aller dormir. Je vous souhaite une belle nuit. C'est terrible ce que j'ai fait, je crois. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Et merci pour votre écoute. Si vous avez écouté. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute écouté. Donc merci. Et à très bientôt pour une lecture. Je reviendrai de manière beaucoup plus courte pour Manon Lescaut. Voilà. Merci. À bientôt.